Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Donc aujourd'hui, nous allons voir les registres littéraires. Qu'est-ce qu'un registre littéraire? On appelle registre littéraire ou tonalité ou le ton, l'ensemble des caractéristiques d'un texte. Qu'est-ce qu'on veut dire par les caractéristiques? Tout simplement, c'est le choix des mots, le choix des expressions, le choix des figures de style, de la forme d'un texte, toutes les spécificités du texte qui provoquent des effets particuliers, émotionnels ou intellectuels sur le lecteur ou le spectateur. Il provoque des effets particuliers sur le lecteur. Ça veut dire que moi, lectrice ou spectatrice, je peux, en lisant un texte, avoir envie de rire, ou avoir envie de pleurer, ou avoir pitié, ou encore, ça peut me pousser à réfléchir sur un sujet ou une notion particulière. Dans un même texte, on peut trouver plusieurs registres et aucun registre littéraire n'est lié exclusivement à un genre littéraire. Dans un même texte, je peux trouver le registre lyrique et en même temps le registre pathétique ou encore le registre ironique. Donc, ça n'est pas forcément lié à un seul texte et ce n'est pas forcément lié à un genre particulier. Alors, remarquez avec moi sur cette photo que nous avons une jeune femme distraite, assise à côté de sa lyre et qui contemple un paysage naturel. Elle contemple la mer et le coucher du soleil. C'est une image poétique, émouvante, qui peut nous faire aussi rêver. J'ai dit qu'elle était assise à côté de sa lyre et la lyre, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument qui produit une musique douce et émouvante. Alors vous allez me dire pourquoi je vous dis tout cela. C'est une introduction seulement au registre lyrique. Le registre lyrique, comme vous avez remarqué, nous avons le mot lire et c'est l'instrument de musique dont je vous ai déjà parlé. Donc le registre lyrique, c'est l'expression des sentiments. Le registre lyrique est l'expression des états d'âme et des émotions. Ça peut être une plainte, ça peut être le regret, ça peut être la nostalgie, la joie, la tristesse, etc. Ce registre est très fréquent en poésie, notamment la poésie romantique. Mais on retrouve aussi au théâtre ou dans le roman, parce que comme je vous ai déjà dit, un registre n'est pas fait exclusivement pour un genre littéraire particulier. Alors, quel est l'effet recherché? L'effet qu'on recherche, c'est émouvoir le lecteur, toucher son sentiment, l'inviter à partager nos sentiments. Voyons là un exemple qui illustre ce registre lyrique. Donc, c'est un extrait du dernier jour d'un condamné. Et voyons le texte. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler, brodant d'inépuisables arabesques, cette mince et rude étoffe de la vie. Le condamné à mort exprime sa nostalgie envers son passé avant son emprisonnement. Avant, c'est-à-dire qu'il entre en prison, un temps où son imagination était riche et fructueuse. Il désire ainsi créer une émotion chez le lecteur. Donc voyons les procédés utilisés pour créer cet effet. Voyons la première phrase quand il dit « Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines ». Donc là, nous avons une hyperbole. Pourquoi une hyperbole? Parce que 6 semaines pour lui sont comme des années. Donc là, ce ne sont pas des années, mais ce sont plutôt des semaines. Mais pour lui, ça lui semble des années parce que ça lui son passé ou avant son emprisonnement lui semble très lointain. Passons à la gradation. Donc vous voyez ici, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donc il est en train d'insister et montrer la créativité de son esprit et sa capacité à créer des idées différentes à tout moment. Chaque jour, chaque heure,
chaque petite minute avait une idée différente de l'autre. Ça montre que c'est un esprit très créatif. Alors, un autre procédé qui est la personnification et la métaphore qui se trouve dans la phrase qui est en vert et jaune. Il s'amusait à me les dérouler, brodant d'inépuisables arabesques cette mince et rude étoffe de la vie. Donc, premièrement, nous avons la personnification de l'esprit. L'esprit est décrit comme une personne. Mon esprit jeune et riche, il s'amusait. Donc, il ici, ça reprend l'esprit. Il s'amuse à me dérouler, dérouler les idées, brodant, et il est en train de broder. Donc, c'est comme une personne qui brode, c'est comme une sorte de couture qui est artistique. Il brode quoi? D'inépuisables arabesques, cette mince et rude étoffe de la vie. Il est en train de broder des arabesques. Les arabesques ici, c'est une métaphore qui désigne les idées. Et la mince et étoffe et la vie est décrite comme une étoffe. Une étoffe, c'est un tissu. Comme si c'était une personne capable de faire un joli tableau de broderie sur un tissu difficile à broder. Vous allez remarquer ici qu'il y a une abondance des figures de style. Il y a beaucoup de figures de style qui suscitent l'imagination du lecteur et lui transmettent les vraies émotions du condamné. On a l'impression qu'il est en train de chanter ses sentiments. Voyons maintenant d'autres procédés pour le registre lyrique. Alors, nous avons le champ lexical des émotions et des sentiments. Tous les mots, les verbes et les noms qui ont un rapport avec un sentiment. Cœur, sentir, aimer, triste, heureux. Vous avez une ponctuation forte, les points d'exclamation et les points d'interrogation. Des pronoms personnels de la première personne, fonction expressive du langage. Donc, nous avons le pronom personnel je ou le pronom personnel moi. Des métaphores, des comparaisons, des hyperboles, des antithèses, des apostrophes, tout ce qui peut exprimer les sentiments. Un travail sur le rythme, par exemple ici, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donc là, nous avons la répétition de chaque qui est une anaphore, joue un petit peu un rôle dans l'expression d'un rythme. On a l'impression que le narrateur est en train de chanter ou d'écrire un poème en prose. Passons maintenant à un autre registre. Regardez cette photo-là. Donc c'est une photo réaliste et pathétique d'une enfant en détresse, tachée de sang et qui est en train de pleurer. La situation pénible de la petite fille provoque pitié et compassion. Vous voyez la petite fille qui est en train de crier, tachée de sang. On a l'impression qu'il s'agit d'une petite fille en guerre, dont les parents sont morts ou sont blessés, ou que les parents ont abandonné. Donc bien sûr, nous parlons du registre pathétique. Il s'agit de la pitié et de la compassion. Le registre pathétique inspire au lecteur des émotions tristes et fortes devant une situation qui est inhumaine, une situation cruelle qui fait mal au cœur et qui crée un sentiment de compassion. Voyons maintenant un premier exemple. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Le condamné ici souffre face à l'idée de la mort. Il est incapable de penser à autre chose qu'à la mort et à sa propre condamnation. Sa situation ainsi crée un effet de pitié chez le lecteur. Voyons maintenant les procédés contribuant à créer cet effet à droite. Donc nous avons le champ lexical de la souffrance. Seul, courbé, glacé, des mots qui montrent la souffrance de ce condamné. Vous avez aussi des figures d'insistance. Nous avons par exemple l'anaphore. L'anaphore qui, dans le texte, regardez, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Donc là, la répétition du mot toujours est une anaphore et une insistance sur ces souffrances dont nous avons déjà parlé précédemment. Vous avez aussi une personnification. J'habite
avec cette pensée, la personnification en bleu dans le texte, j'habite avec cette pensée. Donc la pensée ici, elle est décrite comme une personne dont la présence perturbe le condamné et le fait souffrir. Et vous avez compris, bien sûr, nous avons déjà dit, que cette pensée, c'est la pensée de la mort, la pensée à la condamnation à mort. Passons maintenant à un autre exemple, l'exemple 2. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si ces Jouret l'avaient vu, au moins, ma petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Donc, vous avez forcément compris, et c'est une situation pathétique. Le condamné parle à sa petite fille de 3 ans, qui sera après sa mort privée de tous les avantages d'un père, et ça fait très mal au cœur. Nous allons voir quelques procédés utilisés par le condamné qui contribuent à créer cet effet. Bon, nous avons le lexique attendrissant, celui en rouge en bas dans le texte, jolie, petite, enfant, 3 ans. Tous ces mots-là, reliés à l'enfance, attendrissent le lecteur qui se sent tout à coup comme un parent, comme un papa ou une maman, et ressent à l'intérieur de lui un sentiment de tendresse par rapport à cette petite fille. Donc, nous avons aussi, en rose, des questions rhétoriques. Par exemple, qui est-ce qui t'aimera? Qui est-ce qui t'aimera? Donc, ça met l'accent sur la situation misérable de sa petite fille, qui va être privée de son père. Donc, vous avez aussi des énumérations, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers. Comment cette petite fille pourra se déshabituer de tous ces avantages? Donc le narrateur est en train d'énumérer tous les avantages perdus d'un père. Donc c'est les avantages qui sont perdus par la petite fille et que offre son papa. Donc vous avez aussi une anaphore. L'anaphore, c'est la répétition de l'expression « Comment te déshabitueras-tu » D'accord? Donc nous avons la répétition de cette expression en début de 2 énoncés qui se suivent. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Cette répétition met l'accent sur cette privation et ce manque. Vous avez aussi des apostrophes, et là, vous avez l'expression « oh ». « Oh », c'est une apostrophe. Phrase exclamative, bien sûr, comme « oh », comme ma jolie... Si ces jurés l'avaient vu, au moins ma jolie petite Marie, nous avons des phrases exclamatives. Et bien sûr, la situation, on va se répéter, mais ce n'est pas grave, la situation pathétique de la petite fille est accentuée par les expressions comme malheureuse, orpheline. Orpheline, elle va être orpheline parce que son papa va mourir. Donc, vous avez aussi une exclusion. Cet enfant va être exclu des petites filles normales. Et vous avez en bleu la phrase « Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi, sauf toi. Toi, tu n'auras pas de papa, tu ne seras pas comme tous les enfants normaux qui ont des parents, qui ont un papa. » Alors, d'autres procédés du registre pathétique. Nous avons le lyrisme. Le lyrisme, encore comme nous avons vu déjà, c'est l'expression des sentiments. Bien sûr, nous aurons l'expression des sentiments. On ne peut pas avoir de pitié sans expression de sentiments. Donc c'est un peu comme si le registre lyrique entre dans le registre pathétique. Donc champ lexical de l'affectivité, de la souffrance, mais là on met un accent un peu plus sur la souffrance, pas comme dans le registre lyrique.
du désespoir, voire de la mort. C'est généralement des sentiments très négatifs. Des phrases exclamatives, ça nous l'avons déjà vu, des interrogatives, des questions rhétoriques, et nous avons des interjections comme oh, des figures d'amplification, des hyperboles, ou encore des figures d'analogie, métaphores, comparaison. Toutes les figures sont acceptées pour exprimer la souffrance. La souffrance est une situation misérable. Des ellipses narratives. Lorsque le narrateur cache certains épisodes de sa vie, parfois cela peut contribuer à la création d'un effet pathétique. Voyons maintenant un autre registre. Regardez sur cette photo, nous voyons l'image des deux grands personnages de la tragédie de Shakespeare, Roméo et Juliette. Ils sont étendus par terre, morts, enlacés. Ce sont les fils de deux chefs de tribu qui sont ennemis. Et la passion interdite de ces deux amoureux les a poussés vers leur mort. Ils n'étaient pas en fait destinés à vivre. Donc quand nous avons une situation comme cela, nous parlons d'un registre tragique. Donc nous avons généralement dans un texte une situation désespérée et une fin malheureuse. Il met en scène des situations désespérées où un personnage victime de la fatalité est poussé par une forte passion ou un devoir moral est voué à la mort. Donc le personnage principal, il est généralement victime d'une fatalité et poussé par une forte passion qui le mène vers la mort. Des forces pèsent sur lui et le dominent. Donc nous parlons des forces supérieures, bien sûr, du destin, et il est dominé par ces forces-là et il ne peut rien faire pour changer sa situation. Donc l'effet recherché généralement par ces textes-là, où on trouve le registre tragique, nous avons la compassion, l'angoisse et l'effroi. La compassion comme la pitié, l'angoisse quand on a une peur de l'inconnu et l'effroi, bien sûr, c'est la peur. Alors maintenant, on va voir un exemple. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Donc là, nous avons un extrait d'Antigone de la tragédie moderne de Jean Anouilh. Donc Antigone, c'est une princesse et la nièce de l'actuel roi de Thèbes. Elle est obligée de se révolter contre ce roi et d'affronter son destin fatal qui l'amène à une mort certaine. Cette situation suscite la peur et la pitié du lecteur et bien sûr, c'est une situation désespérée. Donc nous allons voir les procédés utilisés pour créer cet effet. Premièrement, nous avons la noblesse du personnage. Donc c'est une des caractéristiques du registre tragique. Le personnage se doit d'être un personnage noble. Donc nous avons déjà vu ça. Il s'agit d'une princesse, il s'agit de la nièce du roi. Alors, deuxièmement, nous avons le destin fatal. Comment pouvons-nous voir le destin fatal dans ce passage-là? Donc, premièrement, nous avons la mort, champ lexical de la mort. Donc, une première expression qui est explicite, qu'elle va mourir, et une deuxième expression qui est plutôt implicite, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Donc, au bout, ici, on comprend qu'il s'agit de la mort. Alors, dans la première expression, nous avons l'emploi du futur proche. Et le futur proche exprime la certitude de la mort. Donc Antigone est certaine qu'elle va mourir, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Troisième expression, nous avons l'expression de l'impuissance. Nous avons le champ lexical de l'impuissance, une expression qui nous montre dans le texte, il n'y a rien à faire. Antigone sait qu'il n'y a rien à faire, qu'elle ne pourra pas changer sa situation, qu'elle va sûrement mourir. Aussi, nous avons le conditionnel passé dans l'expression en bleu
Elle aurait bien aimé vivre. Elle espère avoir pu avoir pu vivre, mais elle ne pourra pas vivre. Ce conditionnel passé exprime une impossibilité de réalisation de la vie pour Antigone. Donc son destin est inévitable. Elle est encore en vie, mais la certitude de son destin fatal crée un effet d'effroi, de peur chez le lecteur. Surtout quand on sait que Antigone, quand elle pense qu'elle va mourir, donc on sait qu'elle est encore en vie, qu'elle est jeune, qu'elle est en bonne santé. Il n'y a rien qui pourrait causer sa mort. Mais elle sait qu'elle va mourir. Et ça crée une angoisse et une peur chez le lecteur. Alors, autres indices, nous avons la répétition et l'hyperbole. Ce sont des procédés utilisés pour créer cet effet tragique. Donc, la répétition de l'expression ou bien de l'adjectif seul. Se dresser seul en face du monde, seul en face de crayon. Et nous avons aussi une hyperbole, seul en face du monde. Donc Antigone n'est pas seule en face du monde, mais elle est seule en face du roi, mais il s'agit seulement d'une exagération. Alors, pourquoi ces deux procédés-là? C'est pour créer l'insistance sur la solitude d'Antigone et le poids de la mission qu'elle doit accomplir seule. Donc là, je voudrais bien rappeler un peu la mission d'Antigone. Donc sa mission à elle est d'enterrer son frère et c'est une chose qui est contre la loi du roi, qui a exprimer une loi dans laquelle il va tuer toute personne qui essaierait d'enterrer Polynice, le frère d'Antigone. Alors, nous avons aussi une ellipse narrative. Les 3 points laissent comprendre au lecteur qu'il s'agit de la mort et cela suscite la peur, dont la dernière expression, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Donc là, le lecteur comprend tout de suite qu'il s'agit de la mort et le fait qu'il le comprenne par lui-même, que ce ne soit pas dit par le narrateur, donne un effet de peur et d'angoisse. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous arrivez à faire la différence entre le registre lyrique, pathétique et tragique. Et j'espère vous revoir bientôt dans une autre vidéo où je vous donnerai une deuxième partie des registres littéraires.